Hello, 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 hello. Alors, bon retour pour un autre preview de la saison 2023-2024. J'ai de la misère avec ma caméra, hein? J'ai tout le temps tendance à me couper le bout de la tête. Donc, on y va avec un preview de la saison 2023-2024 et cette fois-ci des Hawks de Chicago. Si vous êtes un partisan des Hawks de Chicago, je vous dis patience! Patience! Ça a été désastreux l'année passée. Et là, je vais faire ma petite montée de lait. On connaît tous l'expression tanking. Donc, tank qui présuppose que les joueurs vont s'arranger pour perdre pour que l'organisation soit mieux placée au repêchage. Je crois pas à cette théorie-là. D'après moi, tout joueur qui joue au niveau de la LNH est en soi un gars professionnel, compétitif. Puis je pense aussi qu'à la fin de la journée, une organisation comme les Hawks donne des opportunités à des gars qui sont peu vus dans d'autres organisations de se faire valoir pour avoir des contrats. Par contre, je pense qu'il peut avoir du tanking propre. Ben, du tanking, moi j'appelle ça organisationnel. C'est-à-dire c'est l'organisation qui va faire exprès pour que l'organisation perde et qu'elle descende. Et ça, honnêtement, c'est fâcheux. Et c'est d'autant plus fâcheux de voir ce qui a été fait du côté des Hawks de Chicago l'année passée parce qu'on a liquidé ce club-là. On a gardé certains éléments très peu. On n'a pas bien encadré nos gars. Fait que bref, c'est une organisation, on dirait, qui a fait exprès pour perdre. Puis bâtard, ils ont gagné à la loterie. C'est fâcheux, mais c'est excusez-moi, c'est un des marchés originaux de la LNH. Fait que le fait de relancer le marché de Chicago après le scandale qu'il y a eu de Cal Beach, ça va aider pour l'image de l'organisation, mais l'image de la Ligue aussi, puisque c'est une des six originales. Mais il en reste pas moins que je suis tiède. Je suis tiède concernant ce qui a été fait du côté de Chicago l'année passée. Bon, enfin bref. Donc, les Hawks de Chicago l'année passée ont laissé partir plusieurs joueurs de leur organisation. Évidemment, c'est la fin d'un ère aussi du côté de Chicago parce que là, les anciens gros canons de l'organisation ne sont plus là. On pense entre autres à Jonathan Taze qui a pris une partie de la saison off là, parce qu'il y avait des complications en lien avec la COVID longue ou de quoi de même. Donc, beaucoup de fatigue, il y avait de la difficulté. D'ailleurs, le gardien aussi, Alex Tallock, c'est vrai, Alex Tallock qui a eu des problèmes aussi avec la COVID. Donc, bref, Jonathan Taze là, qui a manqué une partie de la saison. Par la suite, les Hawks ont avisé qu'ils ne le renouvellent pas cet été. Puis effectivement, ils l'ont toujours pas renouvelé. Puis d'ailleurs, dernière nouvelle, là, au moment d'enregistrer ma vidéo, dernière nouvelle, c'est que Jonathan Taze a l'intention de prendre une année sabbatique. Et prendre une année sabbatique à son âge, je sais pas, ça sonne fin de carrière anti-guidou, mais bon, enfin bref. Puis on a aussi échangé le joueur vétéran Patrick Kane, qui avait quand même une saison que je qualifierais de correct. C'est sûr que c'est un gars qui a déjà fait 100 points, il s'en allait pas pour une saison de 100 points, mais il était très, très, très utilisé. Il y avait une moyenne d'utilisation aux alentours de 19 minutes. Pour un attaquant, là, c'est quelque chose là, pour ce qui est de la moyenne de minutes d'utilisation. Fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis du côté de Chicago l'année passée, dont entre autres nos deux anciens Taves et Kane, mais on a aussi celui qui a terminé au premier rang des pointeurs du côté des Hawks de Chicago. Et c'est là que tu sais que ça va mal dans ton équipe quand ton meilleur pointeur a 49 points. Là, ça va pas très bien, mettons. Fait que Max Domi, lui, qui a été échangé aux Stars de Dallas et que là, il a signé avec l'équipe de son enfance, finalement, les Maple Leafs de Toronto. On a aussi le défenseur Jake McCabe, 29 ans, qui allait connaître la meilleure saison de sa carrière, qui lui a été transigé à la date limite des transactions aux Leafs de Toronto. Puis ça, c'est une belle addition qu'on a fait du côté de Toronto. Puis j'ai l'impression que ça rentre dans mon tanking organisationnel, cette histoire-là, parce que ça s'en allait bien pour ce qui est de lui. Caleb Jones aussi, qui avait connu une saison so-so sans plus, n'a pas été renouvelé. Lui a signé avec les Hurricanes de la Caroline. Le défenseur vétéran Jack Johnson, qui avait connu une saison vraiment décevante, est retourné au Colorado de son côté à lui. Alors bref, beaucoup de joueurs ont quitté le navire du côté de Chicago. Ça risque d'être ça pour les vétérans, ça risque d'être ça pour les prochaines années. Par contre, on a des jeunes et ça, ces jeunes-là vont rester pour plusieurs années. Il y a beaucoup de gars qui sont pas vieux dans cette organisation-là. L'année passée, en fait, on revient avec le même directeur général Carl Davidson et le même entraîneur-chef Luke Richardson, qu'on a connu à Montréal d'ailleurs. Donc, saison régulière 2022-23, 26 victoires, 49 défaites, 7 défaites en prolongation. C'est 56 défaites pour 26 victoires. La saison a été longue du côté de Chicago. 59 points total, ce qui nous a permis de terminer au 15e rang de la conférence de l'Ouest, 30e total au niveau de la Ligue nationale, mais de rafler le premier choix overall pour le repêchage, maudite. Une moyenne de buts marqués de 2,46, ce qui est catastrophique. La pire attaque de la LNH, c'est les Hawks de Chicago. Ton meilleur buteur a 20 buts, ton meilleur pointeur a 49 points. C'est un bel indicateur quand même au niveau de ta production offensive que ça va pas bien. L'avantage numérique aussi à 16,4, c'est le 28e de la Ligue, c'est vraiment pas vargeux. Une moyenne de buts encaissés de 3,65, on est situé 28e
22e dans la ligue et un désavantage numérique à 76,2. On est 22e dans la ligue. Fait qu'on se dit le désavantage, c'est le moins pire de la gang, mais on était une des pires défenses, la pire attaque, une des pires avantages numériques, puis bof au niveau du désavantage. Fait il y a à peu près rien qui a bien été du côté de Chicago. Il y a eu beaucoup de blessures aussi, mais bon, ça c'est un autre sujet. Le meilleur buteur de l'organisation, c'est deux en fait, c'est Atanisu et Radish. Les deux ont terminé avec 20 buts. Dans le cas de Atanisu, c'est en 81 matchs et dans le cas de Radish, c'est en 78. J'étais donc tenté de mettre juste Radish, mais je me suis dit, ça a normal été total qu'on va mettre les deux parce que Radish a joué moins de matchs, donc logiquement, c'est lui qui aurait été le meilleur en termes de buts. Mais enfin bref, Max Domi, 49 points. Il n'a même pas fini la saison à Chicago en plus de ça, puis 49 points, il finit meilleur pointeur. C'était pour lui, en fait, une saison plutôt dans ses standards. Là. Sa meilleure saison avait été avec le Canadien. Il avait comme 72 points ou 75 points, quelque chose de même. Mais sinon, 40-50, ben mettons une cinquantaine de points, c'est à peu près standard pour ce qui est de Max Domi. Fait que c'est ça. Ça a été le joueur offensif de la saison. Évidemment, il faut mentionner que si Patrick Kane avait joué une saison complète, probablement qu'il aurait été le meilleur pointeur de l'organisation. Parce qu'avant de quitter Patrick Kane, il avait 45 points en 54 matchs. Fait probablement que c'est lui qui aurait été le meilleur pointeur. D'ailleurs, Patrick Kane qui a évolué avec les Rangers de New York. Le meilleur défenseur aura été, à caractère offensif, aura été Seth Jones, mais c'est probablement le meilleur défenseur point de l'organisation. 72 matchs, 37 points, moins 38, le pire différentiel de toute l'équipe, mais il a joué beaucoup de minutes. Fait que c'est un peu normal, je pense, que son différentiel plus-moins, il rush un petit peu plus. Donc, bref, de manière générale, ça a été une équipe qui a été peu performante, qui a été instable, une équipe peut-être même qui avait des joueurs qui devraient être dans la Ligue américaine. C'était une équipe qui courait pour Connor Bedard. Maintenant, on va y aller avec les espoirs du alacoupe.ca. Alors, je vous invite à aller faire un tour sur le alacoupe.ca pour voir un peu plus de détails sur les espoirs qui pourraient intégrer l'organisation des Hawks. Cette année, il y en a une couple là, du côté des Hawks qui pourrait faire l'équipe drette cette année. Fait que je vous invite sur le alacoupe.ca, les espoirs les plus proches à faire la LNH du côté des Hawks de Chicago, un texte signé par Anthony Saint-Amand. Évidemment, notre premier espoir, ce sera Connor Bedard. Bon, Connor Bedard, choix de première ronde, en fait, premier overall lors du repêchage 2023. C'est un gars qui a une production offensive qui peut s'apparenter à Connor McDavid. Quand il jouait au niveau junior, c'est ridicule. Sa production offensive est ridicule. 143 points en 57 matchs dans la Ligue de l'Ouest. C'est 71 buts et 72 points. Le jeune s'est démarqué au niveau international. Il s'est démarqué dans sa ligue. C'est une vedette à devenir du côté de Chicago. Puis ça fait du bien là, pour ce qui est de l'aspect médiatique du côté de Chicago à cause que, bon, on a connu des années très difficiles avec tous les scandales. Puis là, on essaye de se refaire une image et de se refaire une image à partir de Connor Bedard, ça peut être quelque chose qui est quand même très intéressant. Du côté de Connor Bedard, on parle d'un attaquant rapide, bon tir, bonne vision. C'est un joueur très offensif. Et il va avoir des buts. Ça, c'est sûr et certain qu'il va avoir des buts. C'est assurément le favori pour le trophée Calder. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Fait qu'on ne va pas dire que c'est sûr qu'il va le gagner. Mais disons qu'il part favori pour l'obtention du trophée de la recrue de l'année dans la LNH. En termes de deuxième espoir, si je ne fais pas erreur, je pense qu'il est plus considéré comme recrue. Mais ça, je ne suis pas sûr à 100%. C'est Lucas Reichel, un ailier gauche de 21 ans, choix de première ronde en 2020. Il a évolué majoritairement dans la Ligue américaine l'année passée, quand même 51 points en 55 matchs. Il a joué un petit peu dans la LNH, 15 points en 23 matchs, puis il a bien paru. Fait que Lucas Reichel, fort probablement, qui va être dans l'alignement partant dès cette année. C'est un jeune joueur qui est très dynamique offensivement. C'est un gars il a réussi à se démarquer lorsqu'il jouait au niveau junior en termes de production offensive, mais sinon, on le considère comme étant un joueur qui est polyvalent. C'est un gars qui est capable de jouer à toutes les positions offensives, c'est-à-dire ailier gauche, ailier droite et centre. Fait que on va probablement y trouver une place dès cette année dans la LNH. Et par la suite, on va fermer le tout avec le défenseur Kevin Korchinski. C'est un défenseur de 19 ans, choix de première ronde en 2022. Pour plus de détails sur cet espoir-là, je vous invite sur le alacoupe.ca, les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH, signé par Anthony Saint-Amand. Tout nouveau cette année, d'ailleurs, on a le dossier pré-saison LNH première édition de Alacoupe qui est disponible au téléchargement gratuit sur le site alacoupe.ca. Alors, vous pouvez vous rendre sur le site, télécharger ça, vous allez avoir les aperçus des 32 organisations avec les 32 équipes, les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH. Fait que bref, c'est un beau magazine, première édition de notre côté. Maintenant, on va y aller avec ce qui est un alignement projeté. Mais je pense que du côté de l'alignement projeté, on peut y aller avec un peu de fantaisie parce qu'il n'y a pas vraiment de place qui est super coulée dans le béton. On va y aller avec les places que je pourrais qualifier comme coulées dans le béton.
Normalement, Connor Bedard devrait être premier centre. En tout cas, je me dis logiquement, Taylor Hall devrait être le premier ailier gauche. Puis c'est à peu près ça. Parce que pour le reste, ben peut-être Seth Jones. Ouais, Seth Jones va être ton premier défenseur. Puis I guess Peter Mrazek va être ton partant. Mais sinon, je pense que le reste, tu peux jouer avec à peu près tout le monde. Fait que bref, beaucoup de mouvements du côté de Chicago. Alors pour ceux qui ne connaissent pas mon code de couleur, les joueurs qui sont en rouge, c'est des joueurs qu'on a acquis lors de la saison morte. Les joueurs qui sont en vert, c'est en fait des espoirs qui pourraient rentrer dans la Ligue nationale dès cette année. Quand je dis espoir, là, je ne veux pas dire nécessairement recrues. Je veux dire des jeunes qui ne sont pas établis dans la LNH. Donc ceux qui sont en vert, ben, ça peut être des recrues, puis ça peut être des jeunes juste qui ne sont pas encore établis. Puis ceux qui sont en bleu, ben, c'est des gars qu'on connaît déjà bien du côté de Chicago. Bref. Alors, on y va. Ma première ligne, moi, j'y étais avec Taylor Hall, ailier gauche, 36 points, 61 matchs l'année passée du côté de Boston. Taylor Hall, c'est un joueur qu'on connaît très bien dans la LNH, un joueur vedette. C'est un gars qui jouait pas sur la première ligne du côté de Boston, c'était évident. Ben, on avait une bonne équipe là, du côté de Boston. Fait que bref, c'est un joueur qui est très créatif offensivement. C'est un gars qui est capable de fabriquer des jeux. Il a déjà d'ailleurs remporté le trophée de joueur le plus utile à son organisation à l'époque où il jouait avec les Devils de New Jersey. Fait que, il y a fort à parier qu'on a transigé pour aller chercher vraiment pour qu'il joue avec Connor Bedard. On veut probablement encadrer Connor Bedard. Parce que c'est sûr que de faire jouer Connor Bedard avec Radish puis Reichel, ça serait risqué un peu. On parle de tous des jeunes. Là. Dans le cas de Connor Bedard, 18 ans, Radish 25 ans, Reichel 21 ans. Fait que ça serait risqué un peu. Fait que moi, je me dis, un bon vétéran de 31 ans qui va jouer avec Connor Bedard, je pense que c'est une belle façon d'encadrer le tout. Là, on y va avec notre premier joueur de centre, Connor Bedard, 143 points en 57 matchs l'année passée dans la Ligue de l'Ouest. Écoutez, on va voir comment il va s'adapter. Je ne sais pas s'il va commencer avec 40 ou avec 70 points. Mais il y a fort à parier qu'il devrait s'adapter assez rapidement à la LNH. C'est un joueur qui est quand même. Il est assez fort physiquement. C'est pas nécessairement une force de la nature, mais c'est un gars qui est capable de tenir la route, qui est très rapide, et ça, c'est adapté à la LNH d'aujourd'hui, qui est capable de dégainer rapidement et avec force. C'est un gars qui est adapté à la LNH pour la production offensive. Fait qu'on devrait avoir du fun à suivre ça probablement cette année. Si vous avez des jeunes à suivre là, cette année du côté de Chicago, là, Bedard, Reichel, puis Korchinski, c'est des jeunes qui sont intéressants à suivre leur développement. Par la suite, on va y aller avec Tyler Radish. C'est 37 points en 78 matchs l'année passée, dont un total de 20 buts. Ça a été quand même une bonne saison, mais 37 points sur ta première ligne, c'est pas de quoi faire frémir l'adversaire, mettons. Lucas Reichel a joué un total de 23 matchs dans la LNH l'année passée, 15 points, mais il a quand même bien paru lorsqu'il a joué dans la LNH. Dans son cas, à lui, il a joué majoritairement dans la Ligue américaine, 51 points en 55 matchs, que je fais jouer avec le bon vieux vétéran Tyler Johnson, 32 points en 56 matchs l'année passée. C'est quand même une saison qui est correcte là, pour le vétéran de 33 ans. C'est pas un gars qui... il a connu peut-être des meilleurs moments, mais toute l'équipe a rushé à faire des points l'année passée. Fait on peut pas vraiment le blâmer. Donc, dans la structure des Hawks de l'année passée, 32 points en 56 matchs, c'est quand même bon. Que je fais jouer avec Athanasiou, lui, c'est 40 points en 81 matchs l'année passée, dont 20 buts. De son côté, à lui aussi, c'est une saison qui est à peu près dans les standards. Dans le cas de Donato, lui, il nous arrive du côté du Kraken de Seattle, 27 points en 71 matchs l'année passée, mais il n'était pas nécessairement beaucoup utilisé du côté du Kraken. Fait que peut-être que si on l'utilise un peu plus du côté de Chicago, sa production offensive va augmenter, je ne sais pas. C'est une saison assez standard, 27 points en 71 matchs pour lui. Que je fais jouer sur la troisième ligne avec Jason Dickinson, 30 points 78 matchs. J'ai vu qu'il y a des gens qui estiment plus Dickinson que Johnson en termes de production offensive. Moi, mon cœur penche un peu plus du côté de Johnson, mais ça pourrait être débattable. Donc, on pourrait mettre Dickinson sur le deuxième trio. Ça peut être une idée aussi. De son côté à lui, Jason Dickinson, on l'a plus connu du côté de Dallas. Il a 28 ans. 28 ans pour Jason Dickinson. En termes de troisième ailier droit, ben là, c'est ça. J'y étais avec un gars d'expérience, donc j'y vais avec un plus jeune. C'est Kourachev, 25 points, 70 matchs l'année passée. Un jeune âgé de seulement 23 ans, Kourachev. En termes de quatrième ligne, ben là, j'y vais avec le bon vieux vétéran qui, lui, a évolué du côté de Boston l'année passée, Nick Foligno. C'est 26 points en 80 matchs. C'est un gars qui est capable de frapper. C'est un gars qui a beaucoup de leadership. C'est un gars aussi qui accepte son rôle. Il accepte son rôle de leader. Il accepte son rôle de profondeur. Fait que c'est une belle addition pour le leadership de l'équipe. Parce que c'est sûr qu'en perdant Jonathan Toews, Patrick Kane, c'était tes figures de proue du leadership, tu sais. Fait que là, Johnson, si je ne fais pas erreur, il me semble qu'il était assistant à Tampa Bay. Faudrait que je vérifie, mais il me semble qu'il était assistant à Tampa Bay. Fait que tu sais, t'as du leadership en Johnson, t'as du leadership en Foligno. Fait que c'est quand même intéressant, là,
on essaye d'entourer nos jeunes parce qu'on a des jeunes sur pratiquement toutes les lignes. Ensuite de ça, je le fais jouer sur la quatrième ligne au centre avec Gutman. Gutman, c'est 6 points en 14 matchs l'année passée. Au niveau de la LNH, il a évolué dans la Ligue américaine, 30 points en 39 matchs. C'est un joueur de 24 ans, donc relativement jeune lui aussi. Et le bon vieux Corey Perry qui roule encore sa bosse à 38 ans. 25 points en 81 matchs. On connaît bien à Montréal, Corey Perry, c'est un joueur qui n'est pas nécessairement rapide. C'est un joueur qui n'est pas nécessairement une menace offensive, mais il est fatigant. Oh, qui est fatigant. Un des joueurs les plus créatifs pour déranger, je dirais, c'est probablement Corey Perry qui va amener du leadership lui aussi, ça c'est sûr et certain. Il faisait partie du corps de leadership du Canadien de Montréal quand on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley en 2021. Fait que on veut aller chercher ce côté-là parce que c'est ça, le but c'est d'encadrer nos jeunes. Fait que sur pratiquement toutes mes lignes, j'ai mis des jeunes. Là, on s'entend que Bédard, 18 ans sur ma première ligne, Radish, 25 ans, pas tellement vieux, Reichel, 21 ans, qui est quand même très jeune, Kourachev, 23 ans sur ma troisième ligne, puis Gutman, 24 ans sur ma quatrième ligne. J'ai des jeunes un peu partout dans cet alignement-là. Ensuite de ça, au niveau des défenseurs, c'est encore pire. Parce que là, on a des gars qui n'ont pas beaucoup d'expérience au niveau de la LNH. Discutable. Discutable. Bon, c'est sûr que Seth Jones, c'est ton premier défenseur. Fait que Seth Jones, il est sur ma première paire. 37 points en 72 matchs l'année passée. Bon, un point intéressant qu'on a, c'est que tous nos défenseurs droits sont des défenseurs d'expérience. Donc, on a Jones, Connor Murphy et Zaitsev. C'est trois gars qui ont de l'expérience. Dans le cas de Jones, il a 28 ans. Murphy, il a 30 ans. Et Zaitsev, il a 31 ans. Ça, c'est intéressant. De l'autre côté, on a des jeunes qui ont beaucoup moins d'expérience. Donc, moi, j'ai décidé de le faire jouer avec Vlasic. Vlasic, en fait, il a joué 6 matchs dans la LNH l'année passée, un seul point. C'est un jeune de 22 ans, anciennement un choix de deuxième ronde en 2019. Il a évolué, entre autres, dans la Ligue américaine, un total de 19 points en 56 matchs. Un petit peu plus d'expérience professionnelle, mais pas nécessairement LNH que mon prochain. Fac, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre sur ma première paire, mais ouais, c'est ça. C'est pas. Ouais, c'est ça. Bon. Là, j'ai oublié de le mettre ici, par exemple, pour ce qui est de Cornish. Lui, c'était pas dans la LNH, c'était dans la WHL. Connor Murphy, un défenseur d'expérience qu'on a du côté de Chicago, un défenseur essentiellement défensif, 13 points en 80 matchs l'année passée. C'est un gars qui gruge quand même beaucoup de minutes de jeu. Surtout là, justement, pour le désavantage numérique puis pour backer. Que je fais jouer avec notre choix de première ronde en 2022, septième au total pour ce qui est de Kevin Korchinski. Kevin Korchinski qui évoluait du côté de la WHL l'année passée, une récolte de 73 points en 54 matchs. Je vous laisse deviner que c'est un défenseur à caractère offensif. Hein? Fait que de le faire jouer avec Connor Murphy, qui est un gars d'expérience et qui est plus défensif, je pense que ce serait intéressant. Donc à ce moment-là, on permet à Jones de peut-être pouvoir se porter un peu plus à l'attaque. Puis on fait jouer notre jeune offensif avec un défenseur défensif. Je pense que ça fait un ballon qui a à peu près du sens. Et par la suite, en termes de troisième paire, on va y aller avec le vétéran Jared Tenordi, qu'on fait jouer avec le vétéran Zaitsev. Tenordi, c'est 8 points en 44 matchs l'année passée. Et Zaitsev, c'est 8 points en 46 matchs, finalement en 2 matchs de plus. Hein? Dans le cas de Tenordi, on parle d'un grand et gros défenseur, pas nécessairement le plus mobile, pas nécessairement le plus rapide, plus défensif. Zaitsev, c'est un gars qui aime bien frapper. Et en termes de scratch, ben écoutez, j'ai pas mentionné mes scratch tantôt, Blackwell et Kachuk ici, et je vais avec Roos ici. Philippe Roos, qui a 24 ans, lui, c'est un joueur qui n'a pas été repêché. Alors, c'est une histoire intéressante. L'année passée, il a joué 17 matchs du côté des Hawks, un total de 3 points. Il avait évolué dans la Ligue américaine, 39 matchs, 11 points pour ce qui est de Roos. Fait que ça, c'est à suivre, un gars qui n'a pas été repêché. Et du côté des gardiens, on est assez fort là-dessus aussi, les joueurs qui n'ont pas été repêchés. Là, je ne me l'ai pas noté, par exemple. Ouais, je me l'ai noté pour Jackson Stober. Donc, en termes de gardien de but, on va y aller avec notre partant de l'année passée. On retourne avec le même, Peter Mrazek. Bon, on avait Stalock qui était là l'année passée, qui a quand même réussi à relativement bien performer dans la mesure du possible. On a utilisé rien de moins que 6 gardiens de but l'année passée à Chicago. Bon, il y en a un qui a gaulé juste une période, là, mais c'est pas grave. On a utilisé 6 gardiens de but l'année passée. On a eu Anton Hudobin, gardien de but vétéran qui a gaulé un match. Dylan Wells, lui, une seule période, un gardien un petit peu plus jeune. On a Arvid Soderblom, 15 matchs l'année passée. Jackson Stober, 6 matchs. Stalock, 27 matchs. Et Mrazek, 39 matchs.
Fait qu'on a utilisé beaucoup de gardiens. Il y a eu beaucoup de blessures du côté de Chicago l'année passée chez les gardiens. Mais en même temps, l'équipe était tellement poire défensivement que c'est normal, les goalers ils ont eu une méchante job à faire. Peter Mrazek l'année passée, c'est 39 matchs, une moyenne de buts accordés de 3,66 avec un pourcentage d'arrêt de 894. 3,66, l'équipe accorde 3,65. On est quand même dans les chiffres de l'équipe. Par la suite, on va y aller avec Arvid Soloblom. Dans son cas à lui, l'année passée, c'est 15 matchs dans la Ligue nationale, une moyenne de 3,44 avec une efficacité de 894. Un jeune homme de 24 ans. Pour ce qui est de Arvid Soderblom. On aimerait ça qu'il s'établisse vraiment régulier à l'NH de son côté à lui. Je dirais qu'on a peut-être plus d'espoir pour lui. Mais il a été correct sans plus. 3,45, c'est un petit peu en dessous de la moyenne de buts accordés de l'équipe au complet. Fait que c'est correct, mais bon, on espère un petit peu plus de sa part. Et on ferme le tout avec Jackson Stauber, un joueur qui n'a pas été repêché pour sa part. L'année passée, écoutez, il y a eu 6 matchs dans la Ligue nationale, 2,81 de moyenne, 911 d'efficacité. Tu te dis, hey, c'est bon! Mais c'était plus dur dans la Ligue américaine. Dans la Ligue américaine, c'était un peu moins vargeux de son côté à lui. 17 matchs dans la Ligue américaine, 3,32 de moyenne et 894 d'efficacité. Fait que ça l'a bien été quand il était dans la Ligue nationale, mais ça a été plus compliqué dans la Ligue américaine, ce qui est l'opposé de Soderblom, parce que Soderblom, dans la Ligue américaine, 905 d'efficacité en 33 matchs. Fait que ça l'a relativement bien été pour ce qui est de la Ligue américaine, pour ce qui est de Soderblom. Alors, c'est ça pour ce qui est de l'organisation totale. Encore là, vous voyez, là, 22 ans Vlasic, 19 ans pour Korchinski, excusez-moi. C'est pas vieux, là. Il y a un paquet de joueurs qui est pas vieux dans cette organisation-là. C'était poche l'année passée. Je peine à croire, je peine énormément à croire que cette organisation-là est une organisation qui va savoir beaucoup améliorer comparativement à l'année passée. C'est la raison pour laquelle je crois qu'encore une fois cette année, les Hawks de Chicago vont finir dans les bas-fonds de la Ligue nationale. Mais sait-on jamais? Mené par des jeunes qui explosent. Peut-être est-ce que c'est une équipe qui va être capable de courir pour une place en séries éliminatoires. Je ne sais pas. Mais en tout cas, d'après moi, ils vont finir dans les bas-fonds de la Ligue nationale. Alors, d'après vous, les Hawks de Chicago, édition 23-24, ils vont terminer où dans le classement général? Est-ce qu'on finit dans les bas-fonds? Est-ce qu'on court pour une place en série? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. N'oubliez pas de donner un petit j'aime à la vidéo et de la partager parce que plus qu'on est d'hockey fan, meilleur que c'est. Et il y a d'autres previews qui s'en viennent très prochainement. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée. On se revoit bientôt. Bye!